de notre émission pour recevoir M. Ibrahima Souri de Condé, Nafadji Souri Condé pour les intimes. Vous êtes directeur national adjoint de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, avec qui donc nous allons échanger sur les acquis de la gouvernance CNRD dans le cadre bien sûr de l'éducation, notamment de l'enseignement pré-universitaire. M. Condé, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Oui, bonjour et merci aussi pour l'invitation. Et merci aussi à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. Et merci à vous aussi pour la disponibilité, parce que lorsque nous vous sollicitons, vous répondez toujours présent. Merci pour cela. Oui, Mohamed Baye. Alors, M. Condé, c'est vrai qu'il y a eu assez d'acquis en ce qui concerne également le bilan du CNRD. Mais vous, en ce qui vous concerne, comment est-ce que vous évaluez globalement les progrès enregistrés dans le domaine de l'enseignement préuniversitaire en Guinée depuis la prise de responsabilité de l'armée sous la bannière du CNRD? Oui, et ça c'est un rendez-vous des bilans. J'aurais préféré parler du bilan à la fin, mais comme le journaliste est roi, je vais répondre à cet exercice. Et franchement, depuis le 5 septembre 2021, donc à 2025, et nous savons que les défis sont très immenses en matière de l'éducation. C'est vrai que je considère ce bilan globalement comme positif, mais je dois avoir le triomphe modeste, parce que le système scolaire guinéen, comme nous l'avons connu, a connu vraiment des hauts et des bas. Et une réforme pédagogique, elle n'est pas sur le court terme, c'est généralement à long terme. Tous les spécialistes des questions de pédagogie, en tout cas des questions scolaires, savent que quand on mène une réforme, le résultat, c'est la maturité, c'est dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, et celui qui mène la réforme, certainement, ça trouve qu'il n'est plus là pour savourer le fruit de sa victoire. Parce que c'est la formation des générations futures. Donc aujourd'hui, nous allons en débattre amplement de ce bilan. Tout à fait. Et les défis ont été immenses, mais je pense que les actes qui ont été menés, les actions qui ont été menées au sein du ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation, vraiment ont été de taille pour faire face aux besoins nationaux. Oui, Sonique Diané. Monsieur le directeur, soyez le bienvenu. Merci bien, merci. Quels ont été, selon vous, les principaux défis que le ministère a dû relever pour améliorer la qualité de l'enseignement? Parmi... parce que qui parle de système éducatif, l'éducation c'est 3 pieds. Il y a un pied que nous appelons le pédagogique, que tout le monde connaît, le secteur pédagogique, la pédagogie. Et il y a un autre pied que nous appelons l'administration scolaire, et aussi il y a la gestion des hommes et des finances. Donc quand nous prenons les 3 pieds de l'éducation, nous prenons le pied aussi de la pédagogie. Donc, il y a énormément d'efforts fournis pour améliorer les intrants de l'éducation. Parmi les intrants de l'éducation, il y a, dans le monde moderne aujourd'hui, il faut connecter les écoles. Aujourd'hui, il y a plus de 550 écoles qui ont été connectées à l'Internet. Ça, c'est des chiffres qui sont concrets. 550 écoles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une cartographie un peu de ces écoles connectées? Est-ce que on peut avoir une idée un peu des différentes zones? Oui, c'est sur la répartition est toujours au niveau des 8 régions. Administratives, c'est au niveau des 8 régions administratives du pays. Et aussi au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Donc, il y a aussi ce que nous appelons, tout le monde sait que le système éducatif guinéen fait face à un déficit d'enseignants. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis par le CNRD, il faut le reconnaître. Donc, pas plus qu'en 2024, il y a eu 12 000 enseignants recrutés. Donc, il y a eu 12 000 enseignants recrutés. Et jusqu'à nos jours, le besoin est très immense. Le besoin est immense. Donc ça c'est pour améliorer la qualité. Mais il y a aussi la formation des formateurs. Il y a la formation initiale et la formation des formateurs. Il y a l'accent mis aussi sur l'éducation préscolaire. L'éducation préscolaire, c'est ce que nous appelons les classes maternelles. Donc, parce que nous savons que dans le monde actuel, c'est vrai que nous, notre génération, on n'a pas pu bénéficier des écoles maternelles, mais aujourd'hui,
c'est même une recommandation de l'UNICEF et de l'UNESCO, il faut que les enfants soient préparés d'abord avant la scolarisation. Cette préparation qu'on appelle les crèches, les maternelles, c'est ce qu'on appelle l'éducation préscolaire. Donc, et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État guinéen a construit 566 classes pré-primaires. Seuls ceux qui étaient dans les grandes villes, et en tout cas les familles aisées, les enfants, ou dans les grandes villes, la capitale ou les capitales régionales, ces enfants-là pouvaient fréquenter les écoles maternelles. Mais la grande majorité des Guinéens commençaient par l'école. La première année. Par la première année. CP1, effectivement. Et les écoles publiques, l'école publique préscolaire était quasi inexistante. Il y a quelques exemples seulement. Ouais. Il n'y en avait presque pas. Mais aujourd'hui, il y a eu la construction de 566 classes pré-primaires. C'est-à-dire que les classes pré-primaires sont un concept qui regroupe les classes de la maternelle en une année avant l'installation en première année. Oui. Donc ça c'est sur toute l'étendue du territoire national, et y compris dans les villages. Donc c'est pour que les enfants qui sont issus surtout des zones marginalisées du pays, des zones rurales éloignées, puissent aussi bénéficier de l'enseignement préscolaire. Donc c'était avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Alors, donc, dans la nouvelle constitution, il y a quand même une part belle qui est accordée à la promotion de nos langues locales. Aujourd'hui, où on en est en ce qui concerne le programme de promotion et de l'enseignement des langues nationales dans les écoles, notamment primaires, et puis également dans les centres pilotes. Oui, donc ça c'est vraiment très intéressant comme question. Et vous savez, la constitution guinéenne, dans son article 5, dit, cet article 5 stipule, les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Donc, l'État assure la promotion de l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique viendra spécifier les modalités d'application de cet article 5. Donc, il faut reconnaître aussi que c'est vrai que nous sommes déjà dans la dynamique bien avant l'élaboration de la loi. Parce que aujourd'hui, il y a au niveau du ministère de l'enseignement pré-université de l'alphabétisation, donc 2 programmes qui sont en cours d'expérimentation. Un programme qui est piloté par l'État et ses partenaires de la francophonie, l'ELAN, École et langue nationale en Afrique, donc, qui a commencé par Kindia. Donc à Kindia, il y a eu d'abord 10 écoles primaires de type socio-français. 10 écoles primaires. Après, nous sommes passés à 16 écoles primaires. Donc aujourd'hui, il y a 16 écoles primaires socio-françaises dans la préfecture de Kindia. Donc les enfants apprennent leur langue maternelle, le soso-gui, et le français ensemble. C'est ce qu'on appelle le bilinguisme participatif. Donc, et aujourd'hui, nous devons passer aussi à la vitesse supérieure. De 16 écoles, il y a 40 écoles primaires qui vont rejoindre les 16 cette année. Et ça va concerner les préfectures de Koya, Fourikaria, Dubrika, Bofa. Donc, nous sommes toujours dans la région naturelle de la Guinée-Maritime. C'est un programme qui est soutenu par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, parce qu'on a remarqué que le niveau a baissé dans toute l'Afrique francophone. Et le fait que dans les pays francophones, la langue maternelle de l'enfant n'est pas prise en compte lors des premières années de sa scolarité, donc c'est une grande difficulté pédagogique. Et pour surmonter cette difficulté, c'est pour cela qu'il y a eu cette expérimentation. Et du côté de la Haute-Guinée aussi, il y a une expérience non formelle avec le Maninka Kan, la langue Maninka, le Maninka Kan et le français, à des écoles primaires à Kankan, à Kirwane et à Sigirin, donc où le Maninka Kan et le français donc, sont expérimentés. Mais les élèves, comme à Kindia, sont candidats à l'examen d'entrée en, certains ils le font en français. Donc quand ceux qui sont admis continuent maintenant dans les collèges avec les autres, mais le programme s'arrête au collège. Donc, mais même ces 2 expériences quand même ont prouvé que les enfants qui commencent à apprendre les connaissances instrumentales dans leur langue maternelle, les connaissances instrumentales sont la lecture, l'écriture et le calcul, ils ont même une meilleure maîtrise du français aussi. Par rapport à ceux qui ont commenté directement en français. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez, par expérience, au regard de ces centres pilotes, vous avez eu à faire des constats par rapport à l'évolution du niveau cognitif, par exemple, des enfants? Est-ce qu'ils comprennent mieux les cours que leurs camarades
qui ne sont pas passés par les langues nationales. Et qu'est-ce que le rajout, on va dire, de ces langues nationales a dû apporter comme changement au niveau des élèves, dans le cadre de l'apprentissage, bien sûr. Oui, il y a eu beaucoup d'études dans ce cadre, des études qui ont démontré que un enfant qui commence les études par sa langue maternelle a une meilleure maîtrise des concepts et a une meilleure maîtrise aussi d'une deuxième, d'une troisième langue. Et ça se vérifie. Okay. Les enfants qui sont à l'école de Kindia, lorsqu'il y a eu l'évaluation de la Guinée s'est bien classée à la francophonie. Parce que quand il y a eu l'évaluation, tous ces enfants de Kindia savent lire et écrire. Ils ont un niveau en lecture plus poussé que ceux qui ont fait le français. Et pour l'école primaire de Kirouané, un cours français de Kirouané, lors de l'examen d'entrée en 7e de la session dernière, c'est-à-dire la session de l'an 2024, l'an 2025, donc ils ont fait 89% de succès de passage, alors qu'ils ont été évalués seulement en français, mais à l'école, dans leur cycle, ils ont l'alphabet, ils ont appris l'alphabet, ils ont appris le français. Donc ça veut dire que c'est une expérience sur laquelle nous misons. Ouais. Bien sûr, en attendant la loi organique qui va régir, parce que ça, c'est des centres pilotes. Parce que le gouvernement est déjà dans la dynamique de la promotion des langues nationales. Et nous saluons de passage, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et son Excellence Amadou Ouriba, donc, qui est en train d'impulser une dynamique en faveur des langues nationales. Donc, il a donné des instructions partout au niveau des ministres qui sont en train de réfléchir pour mettre des choses en place en matière de promotion des langues nationales. Quand vous partez aujourd'hui à la primature, sur le site internet de la primature, vous allez voir des informations dans certaines langues nationales. Bon. Donc sur le site officiel de la primature. Et aussi le bulletin d'information de la primature commence aussi à apparaître dans certaines langues nationales. J'ai même 2 exemplaires ici, je ne sais pas. Oui, on peut montrer à l'antenne, allez-y. Aux caméras. Allez-y. Je ne sais pas si on voit ça, c'est bien. Dans quelle langue? Ça, c'est le poulard. Ça, c'est le poulard. Donc, c'est un bulletin imprimé par les services de communication de la primature. En full-day. En poulard. Bon, c'est vrai qu'en Guinée, c'est la... Donc, c'est le poulard, oui, c'est le poulard. C'est le poulard. Donc, ça... À travers l'adlam ou comment ça fonctionne? Oui, donc ça, c'est l'adlam. Ça, c'est un alphabet latin. Donc, il y a... Bon, je n'ai pas... C'est l'adlam, oui. J'avais ça avec moi. Donc, ça c'est un exemplaire aussi en maninka quand transcrit en co. Et si vous comprenez, donc c'est le numéro 4 de cette revue qui apparaît maintenant à la primature. Ouais. Donc, j'ai amené ça par hasard, si vous comprenez. Okay. Donc, ça, c'est pour montrer vraiment à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs que le Premier ministre est vraiment dans la dynamique. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation et de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, il va quand même falloir attendre la loi organique qui doit vraiment détailler les modalités d'application de l'article. Vous savez, les questions éducatives sont des questions ultra sensibles. Ouais. Ça a besoin de préparation. Si vous vous précipitez, vous ne préparez pas bien pour apprêter tous les ingrédients, ça peut être un échec. Et un échec scolaire, c'est l'échec d'une génération. Donc c'est pour cela aujourd'hui, des réflexions sont vraiment en cours au niveau du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, en attendant que la loi organique détermine vraiment les modalités d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Très bien, 622 12 92 41, c'est ce numéro donc, à travers lequel vous pouvez interagir avec nous dans cette émission et poser peut-être des questions à notre invité, Monsieur Condé, ici présent dans cette émission. Oui, allez-y, monsieur. Oui, monsieur le directeur, on voudrait savoir, conformément à la nouvelle constitution, quelles sont les stratégies pour l'intégration durable si vous voulez, de l'alphabétisation dans le curricula de l'enseignement pré-universitaire. Oui. Bon, les stratégies sont connues, et si vous comprenez, c'est que la stratégie aujourd'hui, en tout cas conseillée par les pédagogues, c'est le bilinguisme scolaire, ou le multilinguisme si vous voulez. Le bilinguisme, c'est quoi? C'est que quand on n'est plus, le monde aujourd'hui est ouvert, il est compétitif. On ne s'arrête plus dans son petit village, dans sa petite ville. Donc on est confronté aux Chinois, aux Asiatiques, aux Américains, aux Allemands. Et aussi à d'autres, parce que la Guinée est un pays de diversité linguistique. Ouais. Donc
quand on grandit dans une région, on peut avoir l'impression que toute la Guinée est à l'image de cette région. Mais quand vous voyagez à travers le pays, il y a une diversité humaine. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est, on peut reformuler cette question. Quel type de Guinéen le système éducatif doit fabriquer? C'est très simple. La nouvelle génération, ce que nous voulons, le Guinéen qui est enraciné dans sa langue et dans sa culture, mais qui maîtrise les technologies, l'informatique, les langues étrangères. Pour qu'il soit compétitif, tant du point de vue national que du point de vue international. Donc pour ça, aujourd'hui, les réflexions qui sont en cours au sein du département penchent vers la diversité culturelle, penchent vers le bilinguisme scolaire. On apprend à l'enfant sa langue maternelle, comme on a commencé déjà du côté de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée. C'est des expériences quand même qu'il faut documenter et connaître leurs faiblesses et leurs forces, comment les améliorer et comment les implémenter sur toute l'étendue du territoire national. Oui, 622 plutôt 12 92 41. Il y a une question de M. Bamba qui nous écrit de Lola. Il dit bonjour Parlement TV, je voudrais proposer à votre invité d'expérimenter l'expérience du premier régime du président Ahmed Sékou Touré où les langues nationales étaient enseignées dans les écoles, mais il va falloir cette fois-ci trouver beaucoup plus de subtilité pour éviter un répit identitaire des enfants guinéens à l'occasion, bien sûr, de l'application de cette disposition de la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, en tout cas, ces inquiétudes sont légitimes de notre téléspectateur de Lola. Mais quand on analyse, il y a beaucoup plus de replis identitaires chez la génération formée post-révolution que la génération formée pendant la révolution. C'est ce qui est curieux. C'est au moment où on apprenait les langues nationales, il y avait moins de replis identitaires. Mais aujourd'hui, nous tous, même moi, ma génération, nous avons été scolarisés après la révolution. Mais il y a beaucoup plus de replis identitaires aujourd'hui qu'avant. Donc ça veut dire que la problématique là est à rechercher ailleurs. Moi, je suis promoteur de langue nationale. Je suis arrivé à une conclusion. J'ai remarqué que malgré cette prétendue, entre guillemets, division de la Guinée, mais les promoteurs de langue nationale travaillent ensemble. Quand je vois les gens de Nko, les gens de Kourissemeli, les gens de Adlam, et les promoteurs du Poular Fulfulde, mais tout le monde travaille ensemble. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand vous apprenez une langue nationale, vous avez l'amour d'apprendre une autre langue nationale. Et puis quelqu'un qui apprend aussi une langue africaine ne peut pas détester une autre langue africaine. Donc le problème est beaucoup plus dans l'absence des langues nationales dans le système que dans leur présence. Mais quand même, ce qu'il a dit, il y a une part de réalité dedans. Pendant la Première République, c'est vrai, le monde était fermé. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies, ce sont l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes pensent que nos langues vont être cantonnées au rôle traditionnel. Non. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut apprendre les langues africaines, on peut faire des tutoriels. C'est-à-dire il faut que chaque Guinéen... Oui, aujourd'hui, il y a des tutoriels en Pula, en Maninka, et si vous comprenez, en Soso. Donc, même quand vous partez au centre culturel franco-guinéen, il y a des cours d'initiation en langue Soussou. Et si vous comprenez. Donc, un Guinéen qui quitte Kankan, qui vient à Conakry, il ne parle pas d'abord Soussou. Donc, il doit bénéficier d'un centre qui va lui permettre d'apprendre. Parce que tout le monde ne peut pas apprendre la langue dans la rue. C'est pour cela que les Européens nous trouvent très intelligents. Nous arrivons dans un pays, dans la rue seulement, on apprend cette langue. Mais normalement, tout le monde ne peut pas apprendre comme ça. Donc, quand on est en Guinée, on doit être capable de trouver des centres pour apprendre nos langues. C'est-à-dire, quand vous êtes à Conakry, vous voulez apprendre le Pula, vous devez apprendre. Vous devez trouver des centres. C'est vrai que les centres-là existent aujourd'hui, mais tout cela doit être régi par l'État. D'accord. Alors, parlons à présent de l'inclusion et notamment la question d'équité dans l'éducation en Guinée. Il faut quand même rappeler que depuis la prise de responsabilité du CNRD, quand même, il y a eu assez d'efforts en ce sens, notamment en termes d'appui aux filles qui sont issues des zones rurales à travers également des bourses scolaires. Aujourd'hui, combien de bénéficiaires ont-ils été recensés par votre département? Aujourd'hui, vous savez, moi-même en 2022, j'ai fait la direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formée, de la promotion des langues nationales. Parce que nous, notre direction, nous nous occupons des enfants hors système éducatif. Et il y a plus d'1 million d'enfants en Guinée qui sont en dehors du système éducatif. C'est-à-dire en âge d'aller à l'école, qui sont en dehors du système éducatif. Donc,
Les écoles non formelles, qu'on appelle les centres NAFA, sont là pour ça. C'est-à-dire les enfants déscolarisés ou scolarisés tardivement, on les récupère. Le programme de l'école primaire qui est de 6 ans, et si vous comprenez, on leur donne ce programme en 3 ans. C'est-à-dire chaque année va compter et chaque 2 ans va compter 1 an. Donc, après, ils sont présentés comme candidats à l'examen d'entrée en septembre. Ceux qui sont admis continuent leur collège, ils ont rattrapé le retard. C'est des enfants de 9 à 14 ans. Nous prenons parfois jusqu'à 15 ans. Les déscolarisés. Et très souvent, ils ont une grande capacité d'assimilation. Que ceux qui sont arrivés à 7 ans ou 5 ans. Il y a une filière aussi, insertion socio-professionnelle. Il y a des filles qui vont dire, bon, moi je suis très grande, moi je vais apprendre la couture, la saponification, les petits métiers. Donc on l'apprend avec ça. Donc parce que quand quelqu'un sait lire et écrire et calculer jusqu'en 6e année, normalement, ça doit bénéficier, cette formation doit lui bénéficier dans sa vie. Mais à part ça, concernant l'inclusion, il y a 3750 filles qui ont bénéficié des bourses scolaires parce que l'UNICEF et le ministère, nous avons fait une enquête. Les 50 sous-préfectures les plus pauvres de la Guinée. Parce qu'il ne faut pas rester, par exemple, entre 4 murs à Conakry, prendre des décisions. Il y a des endroits qui sont inaccessibles sur le territoire national. Il y a des endroits, même si vous avez un véhicule 4x4, vous n'irez pas. Moi-même, j'ai fait l'expérience. En parcourant la Guinée forestière, j'étais dans un véhicule 4x4 en mission de l'État. Il y a des endroits, non, on a garé le véhicule, on est parti à pied. Mais comme ce sont des enfants de Guinée, vraiment, il va falloir les satisfaire. Donc, 3750 filles ont bénéficié des bourses scolaires dans les 50 sous-préfectures à faible taux brut de scolarité. C'est-à-dire que c'est des endroits, et quand vous partez là-bas, donc l'accès à l'école est faible. Donc, pour les enfants, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est... Bon, ce sont des kits scolaires. Ce sont des kits scolaires. Oui, bien sûr. Et il y a eu des kits scolaires, des kits hygiéniques aussi pour des filles. Des rations alimentaires, des cantines. Des rations alimentaires. Donc, il ne faut pas que le cycle mensuel des filles les empêche de venir à l'école. Et tel est souvent le cas dans les grandes villes. Il y a la direction nationale aussi de la cantine scolaire, vraiment qui a fourni beaucoup d'efforts en collaboration avec le programme alimentaire mondial. Les écoles en cantine sont nombreuses parce que le ministre Jean-Paul Seydi même est à féliciter parce qu'il a dit qu'il ne considère pas l'alimentation scolaire comme un aliment, qu'il le considère comme un intrant pédagogique. Ça, c'est très bien. Parce qu'un enfant qui n'a pas pris son petit déjeuner, est-ce que vous comprenez, au village, il est en classe, est-ce que l'enfant va comprendre? Mais quand l'enfant bénéficie d'une alimentation scolaire, d'une cantine scolaire avec ses parents, malgré la pauvreté des parents, donc ça va permettre à l'enfant de donner le meilleur de lui-même en classe. Et puis demain l'école, parce que c'est qu'il peut manger à l'école, déjeuner. Effectivement, et déjeuner. Donc j'ai parlé de... Et avec l'ensoutien, les kits scolaires, donc beaucoup de choses ont été distribuées. Mais on a accès quand même beaucoup de choses sur les 50 sous-préfectures les plus pauvres de la Guinée. Parce que ceux qui sont défavorisés, normalement, un enfant qui fréquente l'école primaire à Kaloum doit avoir le même droit qu'un enfant qui fréquente l'école primaire dans le plus petit village de Mandiana. Ça, c'est un exemple pratique que je donne. Donc, même si lui, il est éloigné de la capitale, donc, il doit bénéficier vraiment du même traitement de l'État. C'est vrai que c'est difficile d'être équitable et juste, mais le ministère fournit beaucoup d'efforts vraiment pour venir au secours des zones défavorisées. On voudrait savoir quels sont aussi, vous dites, comment on appelle, les critères retenus pour l'attribution de ces bourses-là aux filles et quels sont les impacts sur le terrain. Comment vous évaluez, si vous voulez, l'impact sur le terrain? Oui, bon, vous savez, on a un service d'abord genre et équité, et même dans la Constitution, donc les femmes sont considérées comme les femmes et les enfants sont une couche vulnérable dans notre pays. Donc, et parmi les critères, parce qu'il y a eu d'abord une enquête appuyée par l'UNICEF pour connaître vraiment les corridors de pauvreté en Guinée. Oui, donc, on a ciblé lors de cette enquête toute l'étendue du territoire national, dans les 50 sous-préfectures les plus pauvres. C'est-à-dire, moi-même, quand je me suis déplacé pour visiter certaines sous-préfectures, il y a certaines sous-préfectures, il n'y a même pas de route d'accès. Moi, je suis parti à Kissidou, par exemple, il y a une sous-préfecture qu'on appelle Yombiro, dans la forêt. Oui, moi, je suis parti jusque là-bas. Et puis, c'était... on est même allé en moto.
Donc, quand un village est très éloigné d'une route nationale, Oui. très enclavé, l'enclavement joue sur le village. Ouais. Donc, c'est au sortir des résultats de l'enquête maintenant que le ministère vraiment a élaboré un certain nombre d'actions pour les élèves qui fréquentent ces Alors, coins. Ouais. il faut dire quand même qu'aujourd'hui, nous Ouais. sommes dans un monde, comme le rappelait, voilà, dans un monde Ouais. planétaire en Ouais. termes de connexion. Il y a aussi les nouvelles technologies. Ouais. Alors, dans ce sens, quelles sont les principales innovations numériques introduites Ouais. dans l'enseignement préuniversitaire depuis également la prise de responsabilité du Ouais. CNRD? Ouais, Donc, ça, c'est il y a vraiment, parmi les innovations, il y a ce que nous appelons d'abord la moralisation des examens. Parce Ah qu'un oui. examen, Ah oui. et tout le monde, nous avons toujours vécu en Guinée. À un moment donné, il y avait beaucoup de sérieux. Et à un certain moment, il y avait eu beaucoup de laisser-aller. Donc, lors de l'arrivée du CNRD au pouvoir, donc, il fallait moraliser les examens. Et on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Vraiment, la pilule a été amère au départ. Mais aujourd'hui, les parents d'élèves, tout le monde a compris. Il y a même un retour de sérieux dans les écoles publiques qui sont quand même pléthoriques. Mais le sérieux commence à venir parce qu'il y a beaucoup d'inspections. Il y a énormément l'inspection générale de l'éducation aujourd'hui. Ouais. Il y a les inspections, il y a l'encadrement scolaire, il y a le suivi pédagogique. En tout cas, le retour aux fondamentaux de l'école ont été observés. Pour le pilotage, aujourd'hui, quand vous prenez le baccalauréat ou vous prenez le BEPC, les inscriptions ont été effectuées en ligne des candidats. Donc, quand on effectue les inscriptions en ligne, donc cela a fait chuter la magouille. Parce que, avant, quand vous êtes responsable de l'éducation dans une localité donnée, si la localité a 9 centres, si vous vous dites qu'il y a 15 centres, est-ce qu'il y avait une façon de vérifier? Mais aujourd'hui, la direction générale de l'éducation et du contrôle scolaire est en train de faire un grand travail. Et la Guinée est en train vraiment d'évoluer. Donc, aujourd'hui, les écoles ont accès au site internet. Et les dates sont limitées. Vous inscrivez. Et les résultats antérieurs sont embarqués dans le site. Par exemple, quand vous devez inscrire un élève au BPC, ses coordonnées de l'entrée en 7e sont déjà dans le site. Donc, quand vous rentrez, s'il est absent, vous ne pouvez pas l'inscrire. Ouais. Donc, ça limite la fraude. Donc, comme l'expérience là a marché, cette année encore, c'est les classes maintenant intermédiaires. Au collège d'abord. Les classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes de 11e, 12e et les classes de 7e, 8e, 9e. Cette année, nous allons embarquer tous les élèves dans le système. Pour que l'objectif est, à moyen terme, qu'un élève, quand vous avez un numéro matricule, que ce numéro matricule vous accompagne. Maintenant, le service d'examen n'aura plus besoin à l'avenir de faire des PV chaque fois qui se répètent. Donc, il faut aussi que les compositions de passage soient serrées. L'objectif de ça, même le bulletin de notes sera uniforme. C'est-à-dire, quelle que soit l'école que vous fréquentez, parce que vous êtes inscrit sur le site du ministère. Maintenant, quand vous êtes admis, votre école embarque les résultats dedans. Et il y a un délai. On ferme le site, on ouvre. Quand on embarque les résultats dedans, on ne peut plus... L'école ne peut plus modifier. Ouais. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on a observé? Avant, quand on proclamait les résultats dans certaines écoles, après, ceux qui ont échoué, l'année prochaine, les ESUE s'installent encore en classe supérieure. Tout le monde a observé ça. Mais maintenant que le système va être comme ça, donc on ne peut plus falsifier. Une école ne peut plus même modifier les numéros. Et ça va améliorer même la gestion des lauréats. Parce qu'en Guinée, souvent, après le bac, les lauréats, on leur dit souvent, on leur donne des bourses à l'étranger, n'est-ce pas? Ouais. Et les pays étrangers exigent que les relevés de notes de leur classe intermédiaire. Non, mais maintenant, si tout le système est digitalisé, la digitalisation quand même, je remercie aussi M. le Premier ministre et M. le ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation. La digitalisation, c'est un objectif majeur. Très bien. Et ça est vraiment en cours aujourd'hui au niveau du MEPA. 622 12 92 41, nous allons prioritairement accorder donc, en tout cas cette opportunité à cet auditeur. Bonjour chers journalistes, j'aimerais savoir auprès de votre invité si en dehors du système éducatif, est-ce qu'il y aura des centres de formation de langue nationale dans les régions de la Guinée en tant que promoteur bien sûr de ces langues nationales? Est-ce qu'il y a déjà des centres qui sont prévus ou bien qui existent déjà par rapport à l'alphabétisation dans les langues nationales?
Oui, il y a des centres d'alphabétisation qui existent sur toute l'étendue du territoire national. Et avec la société civile, les ONG, les partenaires, il y a même des entreprises qui font l'alphabétisation. Et ce n'est pas seulement le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation qui alphabétise en Guinée. Même le ministère de l'action sociale alphabétise. Okay. Il y a beaucoup de centres de couture à Kankan, à Zérékouré, à Conakry. Même les CAF qui appartiennent au ministère des Affaires sociales, on alphabétise. Les filles apprennent la broderie, la couture, mais elles sont en même temps alphabétisées. Les entreprises minières aussi aujourd'hui sont dans l'alphabétisation parce que leurs chauffeurs, on n'a pas besoin de chauffeurs analphabètes. Un chauffeur, s'il doit faire 100 tours, il doit pouvoir pointer sur une fiche. Oui. Donc c'est pour cela, c'est une direction vraiment qui va accompagner le pays au niveau du développement. Très bien, oui. Peut-être la dernière question. Merci, monsieur le directeur. Oui. Mais combien d'enseignants et élèves ont bénéficié de la distribution des ordinateurs, tablettes ou téléphones éducatifs? Ah, on le sait, hein, ça fait l'objet notamment de beaucoup de là, un président, hein, l'ancien président. Effectivement, il y a 532 tablettes avec contenu pédagogique acquises en faveur de 532 enseignants, dont 250 professeurs de mathématiques et 282 professeurs de français. Ouais. On a donné la priorité aux professeurs, comme on ne peut pas avoir pour tout le monde, les professeurs de mathématiques, et on en a besoin. Et les professeurs de français, la langue principale d'enseignement. Donc, il y a 25 ordinateurs et 260 tablettes acquis pour les concepteurs des livrets, les superviseurs et tuteurs pour la formation à distance. Donc, il y a 402 649 manuels scolaires de français, de sciences, d'observation et de mathématiques acquis pour l'école primaire. Il y a 1 671 292 nouveaux manuels scolaires de français, de sciences, d'observation et de mathématiques acquis pour le primaire CP1 et CP2. Parce que une des grandes réformes qu'on n'a pas touchées, il y a le changement du programme qui est en cours. Il y a eu, avec l'UNESCO d'abord, on a travaillé il y a 2 ans sur le curricula, la réforme curriculaire. Il faut que la Guinée entreprenne une grande refondation des programmes scolaires. Parce que nos programmes qui datent de 30 ans ou 20 ans, aujourd'hui sont obsolètes. Donc, et aujourd'hui, avec l'assistance de l'UNESCO, il y a eu ce travail-là. Et cette année, l'année scolaire 2025-2026, les nouveaux programmes de CP1 et CP2 sont disponibles dans les écoles. Non, on ne parle plus de première année, on parle de CP1. Oui, cours préparatoire première année. Normalement, bon, c'est une autre façon. L'école primaire, c'est 3 niveaux en fait. Mais 3 niveaux en 6 ans. Le niveau 1, c'est le cours préparatoire. Première année, deuxième année. Le niveau 2, c'est le cours élémentaire, première année, deuxième année. Le niveau 3, c'est le cours moyen, première année et deuxième année. Ah, CP1, effectivement, parce que on est maintenant, nous allons vraiment faire beaucoup de pédagogie pour expliquer tout ça aux parents d'élèves. Et ça veut dire que l'école primaire, c'est 3 niveaux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et ça va impliquer beaucoup de choses. Très bien. Mais cela mérite une émission à part. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ibrahima Sory, Condé Nafadji Sory, pour les intimes. Vous êtes directeur national adjoint de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous sur les acquis de la gouvernance au CNRD dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. Nous aurons l'opportunité de continuer ce débat parce que c'est très intéressant. Je suis certain que vous n'avez pas pu en tout cas épuiser tout le contenu du bilan présenté. On n'a pas touché les infrastructures scolaires, les écoles Bari Diawandou. Tout à fait. Donc aujourd'hui des types. Effectivement. On reviendra sur ces différents aspects dans les prochaines... Et les rénovations aussi. Inch'Allah. C'est vrai que chaque fois qu'on va... Certains vont dire qu'il y a des écoles hangars, c'est vrai. Les écoles hangars sont une réalité dans notre pays, mais il y a énormément d'efforts aujourd'hui en matière d'infrastructures scolaires. Tout à fait. Et au niveau de l'ANAFIC pour les écoles primaires, mais aussi au niveau du CINES. Tout à fait. Actuellement, il y a le DG même du CINES qui était à Farana la semaine passée, à Kankan, pour le lancement et la rénovation de plusieurs écoles. Très bien. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission, Toute la transition. Portez-vous bien. Au revoir.